Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle manifestation du cercle WB, winebusiness.club. Notre conférence du jour est parrainée par Equerre Capital Partners et a pour thème « Sortie de crise, quels enjeux pour les entreprises ?» Pour en débattre, comme chaque mois, 4 des plus grands experts mondiaux, encore vivants, souriants et en pleine forme. Patrick Puy, Jean-Dominique Daudier de Cassini, Cédric Collert. Et nous retrouvons immédiatement Patrick Puy pour une présentation de Equerre Capital Partners. J'ai fait 20 ans de restructuring en manager de crise avec des entreprises assez emblématiques, Vivarte, Arc, etc. Et puis, comme je me sentais très jeune, je me suis dit il faut que je capitalise un peu sur cette expérience et je vais créer un fonds parce que j'ai envie de faire pour moi ce que j'ai fait pour les autres. Donc j'ai créé Equerre Capital il n'y a pas très longtemps, doté de 300 millions, et on va acheter des entreprises en grande difficulté et les restructurer et les redéployer. Ce qui m'a... Le déclic, ça a été quand j'ai voulu acheter La Paire. On était 4, et c'est Mutares qui l'a emporté. Ça m'a, pour parler vulgairement, un peu énervé, parce que c'est un fonds allemand, et il manquait un fonds de restructuring français de moyenne dimension, c'est ce qu'on a fait. Il était créé quand, le fonds ? Il y a 1 an. Il y a 1 an, donc c'est un jeune bébé. Jean-Dominique, tout le monde connaît le cabinet Veil, mais la réalité, ça donne quoi ? Vous êtes quoi, 2 à travailler, c'est ça ? Alors, cabinet Veil, attention, hein, c'est celui avec un W, oui, je précise, c'est ça, oui. Hein, et non pas avec un V. C'est un cabinet américain spécialisé dans la crise et puis dans toutes les autres matières du droit financier, du droit des entreprises, mais spécialement dans la crise. Alors, aux États-Unis, ils sont intervenus sur des dossiers assez emblématiques. C'était par exemple les avocats de Lehman Brothers, le jour où Lehman Brothers a déposé. Ça a déposé dans la nuit de dimanche à lundi. Ils ont réveillé un juge. Le juge a été réveillé. On lui a dit Lehman Brothers va déposer, il faut signer. Il a signé. Et c'est parti. C'était la plus grosse faillite bancaire. 800 milliards d'actifs et un peu plus de dettes à gérer. En France, on est une petite dizaine. On intervient aux côtés des entreprises qui sont en crise et on est assez, j'allais dire, on n'est pas trop juridique. On est et juridique et pragmatique parce que dans ces situations-là, il faut ne pas faire que du droit parce que sinon, ça aboutit à une catastrophe. Cédric, un mot pour la belle success story du groupe. Donc c'est récent, il y a quoi, 750 collaborateurs aujourd'hui ? Oui, c'est toi qui l'as qualifié comme ça. En fait, on est, comme Patrick, entrepreneur français. Donc après, on va dire 20 ans chez Arthur Andersen et Ernst & Young, on a décidé en 2009 de créer un acteur indépendant. Voilà, donc on est en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en Suisse principalement. Voilà, et donc nous faisons tout ce qui est acquisition, cession, restructuration d'un point de vue comptable et financier. On travaille avec les avocats, avec les managers de crise. Et avec les banques d'affaires, on est extrêmement private equity et corporate. Voilà, donc on va dire tout ce qui est mid-cap et puis upper mid-cap jusqu'à filiale de CAC 40 et quelques missions de conseil pour du CAC 40. Donc entrepreneur au service d'entrepreneurs, et on a voulu créer cet acteur français et on va dire régalien français et régalien Europe continentale, non anglo-saxon. Travaillons un monde anglo-saxon parce qu'on a été formé par eux. Et puis on a vécu notre propre crise puisqu'on a vécu le scandale Enron Andersen en 2002, donc on sait ce que c'est que d'être too big to fail, qui fail quand même un peu comme Lehman. Voilà, rapidement. Alors Patrick, on commence par tirer un bilan de la crise, de la première crise, de la deuxième, de la 15e, on va voir. Donc un premier bilan, comment on voit les choses ? Faut quand même se rappeler, parce qu'on a tendance à oublier, maintenant on parle de l'Ukraine, du gaz, de l'électricité, on a tendance à oublier le Covid, et le thème de la soirée, c'est la sortie de crise, parce que les politiques, quand on les constate, et je tiens à excuser Louis Marguerite, qui est député de Saône-et-Loire, qui devait être parmi nous, puis il y a un ministre quelconque qui a dû visiter la Saône-et-Loire, donc il était requis. Voilà. Il ne sera pas avec nous. Il y aura cette dimension politique qui va manquer, on va essayer de la remplacer. Mais ces politiques nous parlent de sortie de crise, il faut bien se rappeler quelle a été cette crise. Le Covid, c'est 8% de chute du PIB. On n'a jamais vu ça, même en 1940. En 1940, les tribunaux n'étaient pas fermés. En 2020, les tribunaux étaient fermés. C'est une crise extraordinaire. Elle a engendré quoi ? Elle a engendré 400 milliards de dettes supplémentaires, un chômage réduit, contre-intuitif mais réel, des conséquences qu'on va voir sur les entreprises, et Jean Do et Cédric en parlons,
qui ont commencé par se caractériser par le fait qu'on a rendu les chefs d'entreprise irresponsables. Le 20 mai 2020, il y a eu un décret, ou je ne sais pas comment ça s'appelle dans ton truc, là, une loi qui est passée, qui a dit aux chefs d'entreprise, tu peux être en cessation de paiement, mais tu n'es pas obligé de déposer le bilan. Et depuis, on n'est pas sorti de là. Donc les entreprises ont vécu cette crise avec une formidable irresponsabilité qui continue, parce que de jure, ça a été prorogé, et de facto, c'est encore prolongé. Et aujourd'hui, un chef d'entreprise qui veut restructurer, ben, il est très emmerdé parce qu'il ne connaît pas le taux d'inflation, il ne connaît pas la valeur de l'électricité, il ne sait pas s'il pourra embaucher. Donc la crise du Covid a été terrible, mais elle a anesthésié tout le monde. Et aujourd'hui, la crise sanitaire est terminée. Je ne suis pas sûr que c'était une crise sanitaire, en tout cas la crise hospitalière est terminée, souhaitons-le. Mais la crise économique est devant nous et elle va être majeure parce que, on va en parler après, l'accès au financement va être très compliqué, les incertitudes sont très compliquées à gérer et les chefs d'entreprise sont un peu émasculés. Quelques-uns, pas tous. Donc on va voir comment on sort de là, mais la gestion de la crise a été, mais là je laisse mes petits camarades en parler, a été très importante parce que la crise a été très importante et il faut vraiment se le rappeler. Ce n'était pas la seule. Maintenant, il y a l'énergie et l'Ukraine qui vient par-dessus. Hein. Alors, Jean-Dominique, après toutes ces bonnes nouvelles, là, ce regard optimiste sur les choses, où en sommes-nous ? Non, en fait, on va se mettre à la place d'un chef d'entreprise. Alors, on oublie un peu le passé, pas très lointain, mais le chef d'entreprise, il a connu les gilets jaunes. Après, il a eu des grèves, on l'a oublié, mais après les gilets jaunes, il y a eu quelques grèves. Après les grèves, il a commencé à être en pandémie. Il a survécu pendant 2 ans avec des hauts, des bas, des sorties, des re-rentrées. Et à la fin, bon, ça y est, la pandémie, on en est à peu près sorti. Alors là, il s'est retrouvé face à une crise énergétique, il s'est retrouvé face à une crise du transport. Le transport, pour vous dire, le prix des conteneurs pour venir ou aller, mais plutôt pour faire venir du matériel ou des produits d'Extrême-Orient est passé globalement de 3 000, 3 500, 4 000 euros à 15 000, 16 000 euros. Hein, donc quand on fait venir un conteneur, c'est quand même assez impressionnant, hein, multiplié par 4-5. Et puis derrière, donc il a eu cette crise énergétique, et puis il avait à peu près engrangé, il n'avait pas maîtrisé, mais il avait engrangé ce choc-là, et que ça y est, c'est reparti sur l'Ukraine, avec aussi maintenant des baisses de consommation, etc. Donc je veux dire, aujourd'hui, le chef d'entreprise, effectivement, on peut dire qu'il est irresponsable, mais il s'est pris tellement de coups que je ne sais plus vraiment s'il est conscient de l'endroit où il se trouve et où il va. Et un des gros problèmes actuels, c'est effectivement, face à cette crise, c'est l'imprévisibilité. Quand on voit les crises qui se sont succédées, on se dit, le chef d'entreprise se dit, où j'en suis ? Est-ce que je suis à la dernière crise ? Est-ce qu'il va y avoir encore une crise complémentaire ? Et vous savez que pour restructurer, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas restructurer si vous n'avez pas une vision de l'avenir, si vous n'avez pas des prévisions. Si vous ne les avez pas, c'est très difficile. C'est comme quand vous êtes dans l'eau, pour remonter à la surface, le mieux c'est de toucher le fond. Une fois que vous avez touché le fond, vous reprenez appui, vous remontez à la surface. Tant que vous n'avez pas touché le fond, c'est très compliqué. Et pour un chef d'entreprise aujourd'hui, il n'a pas touché le fond, il a l'impression de ne pas avoir touché le fond et il ne sait pas comment faire. Donc je ne pense pas que ça soit des irresponsables, c'est peut-être des gens qui ne savent pas exactement où ils sont. Cédric, qui lui sait où il est. Je ne sais pas où on est, mais moi j'apporterai une vision complémentaire à mes deux compères. En fait, on a 3 catégories de chefs d'entreprise en fait, qui correspondent à peu près à la façon dont les banques voient les PGE, donc les prêts garantis par l'État. Tous les 150 ou 165 milliards de prêts garantis par l'État qui ont été consentis aux entreprises, vous en avez un tiers qui ont été alloués, non tirés, pas eu besoin d'être remboursés. Vous avez un tiers qui a été alloué, tiré et remboursé. Et vous en avez un dernier tiers qui est en cours et qui peut poser problème. Donc les entreprises qui sont sous tension, aujourd'hui, c'est ce dernier tiers. D'accord ? Ce dernier tiers, où le placer ? Impossible à dire. Le problème, c'est que quand donc vous avez déjà éliminé 2 tiers qui vont bien, qui s'en sortent, qui surfent, qui ont les bons financements, qui ont les bonnes équipes de management, qui ont du levier, qui ont des banques qui suivent et qui ont des marchés qui marchent, qui tournent, il n'y a pas de problème. Nous, notre job, c'est d'aider le dernier tiers. Et donc le dernier tiers, vous avez eu la succession, comme l'a rappelé Jean-Dominique,
de pré-crise, on va dire, avant la crise Covid. Il faut quand même reconnaître que, même si ça peut énerver Patrick, la façon dont l'État a réagi pour sauver les entreprises, c'était surtout, a été assez remarquable. Hein. Quand même, on a payé quand même pendant 2 mois 11 millions de salariés privés. L'État a fait la paye pendant 2 mois. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de pays au monde qui a fait ça. Donc en fait, ça a été fait très vite fait et très bien fait parce que ça a été décidé entre le 17 mars et le 31 mars en 14 jours. Et donc on a évité un cataclysme social énorme. Et aujourd'hui, depuis, le quoi qu'il en coûte et la fin du quoi qu'il en coûte, c'est comment on arrête d'aider progressivement pour éviter de la casse sociale. Et tout l'enjeu, c'est celui-là. Donc nous, notre job, pour répondre à ta question, c'est d'établir des prévisions d'exploitation et de trésorerie et d'essayer de le faire dans un milieu incertain, comme vient de le décrire Jean-Dominique Godin-Cassini, des scénarios et d'aider les dirigeants à prendre les bonnes décisions par rapport à leurs prévisions d'activité. Et leurs prévisions d'activité, il y a 2 problèmes. Il y a le problème de la consommation avec l'inflation et donc ce que font les ménages français, qu'est-ce qu'ils décident de dépenser et où est-ce qu'ils vont le dépenser, en même temps que des habitudes de consommation qui changent. Et l'autre problème, c'est comment on arrive à encaisser dans les comptes de résultats, dans les PNL, l'augmentation des charges et notamment l'énergie. Jean Do. Je vais revenir sur un point, sur toujours ces chefs d'entreprise irresponsables, etc. En fait, ce qui s'est passé quand il y a eu la crise Covid, c'est qu'effectivement, il y a eu des PGE. Il y a eu des PGE qui ont été mis en place. Il y a eu effectivement aussi les prises en charge par le chômage partiel. Et il y a eu des décalages de charges fiscales et sociales. C'est-à-dire que pendant quelques mois, les entreprises n'ont pas payé leurs charges sociales et fiscales. Donc ça a rajouté, entre les PGE et les charges fiscales et sociales, un poids lourd dans le bilan des entreprises. Le bilan des entreprises s'est dégradé. Quand vous pensez que les PGE pouvaient représenter 25 puis 35% du chiffre d'affaires, c'est 35% du chiffre d'affaires qu'on a rajouté en dette dans la société. D'accord ? Ça veut dire que si on le rembourse 35%, même en 7 ans, c'est 5% du chiffre d'affaires qu'on va rembourser tous les ans. Pour des entreprises qui font 10% d'EBITDA, c'est la moitié de l'EBITDA qui va être consommée rien que pour les remboursements du PGE. Je ne parle même pas des remboursements des charges fiscales et sociales. Donc on a accru la dette des sociétés. D'accord ? Mais en face de ça, ce que l'entreprise et ce que l'entrepreneur n'a pas eu le droit de faire, c'est restructurer. On a dit, on vous donne des PGE, mais vous n'avez pas le droit de restructurer. Les PGE, c'est pour le plein emploi, enfin, ou à peu près. Et c'est ça qui est dramatique. Le PGE aurait dû être utilisé pour au moins réduire la voilure. Et on ne l'a pas fait. Et tout à l'heure, on en parlera. La sortie de crise actuelle, c'est une catastrophe à cause de ce qui s'est passé pendant cette époque-là. Je vous trouve bien optimistes tous les deux. D'abord parce que si on regarde le point de vue de l'État et du contribuable, on est quelques-uns comme ça à l'être. C'est 400 milliards de dettes supplémentaires. La dette, elle est passée de 2300 à 2700 milliards, qui était la valeur au 31 décembre 2021. 113% du PIB. C'est colossal. Et ne nous disons pas qu'elle sera monétisée, il faudra la rembourser, parce qu'on aura un jour une réflexion, c'est qui les détenteurs de la dette mondiale et de la dette française ? À la fin, c'est les fonds de pension, américains, chinois, allemands, etc. C'est-à-dire les retraites de ces travailleurs américains, chinois, allemands. Et ils ne vont pas écraser leur retraite. Donc il faudra la rembourser un jour. Indépendamment de la gestion de l'État, les PGE, 145 milliards distribués, ont beaucoup été attribués à des grandes entreprises qui n'en avaient pas nécessairement besoin, mais qui en ont fait une bonne utilisation, on ne le critique pas. Et beaucoup de grands groupes, j'en veux pour preuve d'ailleurs qu'il y a eu un record d'opérations M&A en 2021, un record extraordinaire. Donc beaucoup de grands groupes ont bénéficié de ces PGE, en ont fait quelque chose, ont fait des acquisitions qu'il va falloir digérer d'ailleurs maintenant, et c'est probablement une très bonne chose. Il y a beaucoup d'entreprises qui en avaient vraiment besoin, qui ne les ont pas eues. Moi, j'en ai demandé 13 pour des sociétés en difficulté que je gérais. J'en ai eu 1. Ces sociétés qui sortent de la crise, et là on aborde la sortie de crise, qui sortent de la crise sans le PGE, aujourd'hui elles se retournent vers leurs banquiers, elles ont dit bon, j'ai passé un moment difficile, maintenant je vais vous demander du pognon pour sortir de là. Ben, elles n'ont plus accès à l'argent, parce que l'argent entre-temps, il est devenu à 5, 6, 7%. Les taux d'intérêt sont tels qu'aujourd'hui, une entreprise qui était déjà en difficulté n'a plus accès à l'argent. C'est catastrophique. Et ce qui me sidère, c'est le relatif déni dans lequel on est tous.
sortie de crise, c'est abominable. On rentre en crise. Deuxième crise, c'est ça que tu veux dire? La troisième ou la deuxième? Ouais, la vraie, parce que la crise sanitaire, c'est derrière nous. Elle a été gérée, Cédric l'a dit, Jean-Do l'a dit, avec les PGE, avec les charges fiscales et sociales, avec ce que j'ai appelé l'irresponsabilité, c'est-à-dire au fond la capacité donnée aux entreprises et aux chefs d'entreprise de ne pas restructurer. Et d'ailleurs, heureusement qu'on l'a fait, parce qu'ils n'auraient pas pu le faire, parce qu'il y avait trop d'incertitudes. Mais maintenant, c'est pas back to basic, c'est pas retour à la vie normale, c'est retour à des choses très simples. Moi, je suis très frappé par le fait que la société va rentrer dans une espèce de bipolarisation, parce qu'on fait le distinguo entre les sociétés qui sont relativement saines, qui sortent, au fond, enrichies par, et on le sait très bien, par la gestion du Covid, et celles qui ressortent très amoindries, et toutes celles qui auront besoin aujourd'hui de financement, c'est-à-dire celles qui ont un BFR important, celles qui ont des consommations d'énergie importantes, c'est-à-dire le retail, la métallurgie, etc., et le verre, etc., et j'en passe, celles-là vont se retrouver de l'autre côté du mur. Donc, bipolarisation des sociétés, bipolarisation des employés, parce qu'il y a des tas de gens dont on a besoin qui ne sont pas sur le marché du travail, que ce soit dans la restauration, dans le BTP, etc., et qui, eux, vont voir leur salaire augmenter considérablement, à juste titre ou pas, mais c'est la loi du marché, et d'autres qui vont, ils ne le savent pas encore, avoir des plans sociaux qui vont leur tomber dessus de façon massive. Donc bipolarisation des gens. Bipolarisation géopolitique, parce qu'à travers l'Ukraine, il y a des pays qui en tirent un certain profit, la Chine par exemple, et les États-Unis dans une moindre mesure, et des pays qui sont très, très, très abîmés, tous les pays européens par exemple. Donc ces trois bipolarisations vont avoir tendance à éclater le monde. Et vous savez, on va devant une crise grave, mais comme on est des gens optimistes et on a des solutions, on va essayer de s'en sortir. Ça, c'est le troisième chapitre. C'est le troisième chapitre. Mais pour s'en sortir, il faudra faire des choses difficiles, mais il faudra un consensus, il faudra un lien social, il faudra un ciment. Et cette bipolarisation est en train de faire éclater ce ciment, et on le voit bien dans la société de tous les jours. Et ça, je crois que les politiques et les responsables doivent en tenir compte et le préparer. Jean-Dominique, une réaction. Alors, juste avant d'ailleurs sur les remboursements de PGE, là Patrick hurlait sur les PGE accordés aux grands groupes et pas forcément aux PME, aux ETI, et peut-être qu'on peut en parler aussi, parce qu'il y a quand même plein qui ont déjà remboursé le PGE, non? J'ai deux exemples sur les grands groupes. Les deux groupes les plus importants pour les PGE, ça a été Air France et CMA-CGM. Bon, Air France, on sait qu'ils ont restructuré massivement. Vous avez entendu, vous avez vu qu'au niveau des conventions, ils ont restructuré tous les jours. Ils n'ont rien restructuré du tout, d'accord, Et côté CMA-CGM... 7 milliards, hein. 7 milliards. Oui, 7 milliards. Et côté CMA-CGM, eux, ils l'ont bien utilisé. D'ailleurs, la preuve, 45 milliards de chiffre d'affaires, 15 milliards de résultats. Meilleur que Total. Donc, ça veut dire quand même que l'utilisation des PGE a été quand même un petit peu... aléatoire, quoi. Ouais, aléatoire. Ouais. Voilà, aléatoire. Alors, sortie de crise. En fait, moi, je travaille dans tout ce qui est restructuring, et en fait, on a deux étapes. À chaque fois, je dis aux dirigeants que je rencontre, il y a deux étapes. C'est comme dans un hôpital. Vous arrivez dans un hôpital, il y a un premier service qui s'appelle les urgences, et puis après, on passe dans un service chirurgie, thoracique, crânienne, etc., etc. Mais vous allez, quand vous rentrez à l'hôpital, quand vous êtes blessé, vous rentrez à l'hôpital, vous n'allez pas directement en salle d'opération, vous passez par les urgences. Les urgences, c'est quoi? C'est deux choses. Maintenir les fonctions vitales et, deuxièmement, faire des mini-diagnostics, des diagnostics de crise. D'accord? Et dans l'entreprise, vous avez la même chose. C'est-à-dire que quand vous arrivez avec une crise qui attaque l'entreprise, vous avez d'abord une première période, c'est il faut maintenir les fonctions vitales. Ce qu'on a fait pendant la pandémie, on a maintenu les fonctions vitales, on a fait des mini-diagnostics, mais on a surtout maintenu les fonctions vitales. Et la sortie de crise, c'est quoi? C'est maintenant, il va falloir, puisqu'on n'a fait que maintenir les fonctions vitales, il va falloir restructurer. Et c'est là où ça va être compliqué, parce que les entreprises sont endettées, elles n'ont plus accès au crédit, il faut être clair, je ne sais pas s'il y a des banquiers dans la salle, j'espère qu'il n'y en a pas trop, parce que sinon je vais me faire casser la gueule à la sortie, mais il n'y a plus de banquiers aujourd'hui. Il n'y a plus de banquiers. Pour les entreprises en crise, ils ne sont plus là. Et à juste titre, ils ont peur. Il n'y a plus d'assureurs crédit. S'il n'y a plus d'assureurs crédit, il n'y a plus de factors, il n'y a plus de mobilisation du compte client.
Donc on a des entreprises qui sont endettées, qui doivent se restructurer, qui doivent reconstituer leur BFR parce que le compte client a diminué, parce que les stocks ont diminué et qui n'ont plus accès au crédit. C'est là où on va. Quand on dit sortie de crise, oui, sortie de crise, parce que globalement, peut-être que dans 6 mois, les fondamentaux vont revenir à peu près au niveau normal. On aura peut-être géré plus ou moins bien la crise de l'énergie. Peut-être que Poutine se sera rendu compte que bon, l'Ukraine, c'était pas vraiment nécessaire. Et on va arriver là, on aura géré les fondamentaux, mais on n'aura pas les moyens. On n'aura pas les moyens, sauf, évidemment, ce sera la 3e partie, hein, sauf à essayer de redonner de l'espoir à tout le monde. Cédric. Juste en complément par rapport au sentiment qu'a exprimé Patrick sur l'attribution, on va dire, non complète ou mauvaise des PGE. En fait, le choix a été de faire un peu comme en 2008-2009, de distribuer les PGE par ceux qui sont capables de distribuer, c'est-à-dire les banques. Et le problème, c'est que quand vous avez un banquier qui étudie un dossier qui a besoin d'aide, il réagit, c'est normal, comme un banquier. Donc en fait, il va distribuer du PGE aux clients qui ont une relation avec lui. Et il va quand même avoir une analyse du risque assez serrée pour savoir s'il a une chance d'être remboursé. Si on avait vraiment voulu avoir dans les territoires une bonne distribution qui corresponde au tissu qui en a besoin dans les territoires, il fallait passer par le CIRI, les CODEFI ou les préfets. Et en fait, il fallait avoir une distribution qui soit mixte entre administrative, préfet, et les services économiques des préfectures avec les banques. Est-ce que ce serait allé aussi vite? Parce que quand même, tout est allé vite, on peut critiquer les choses, Oui, mais franchement, le coiffeur, il a eu son chèque à la fin du mois. Les attributions de PGE, elles ont duré quand même 18 mois, elles ont duré 1 an et demi. Hein, donc la crise au début, il fallait répondre vite, mais après, je vous rappelle que... Et je veux bien qu'on tombe sur les banquiers, et j'ai pas de problème, mais un banquier, à un moment donné, sa fonction, c'est de prêter et d'être remboursé. Peut-être d'étaler, peut-être d'être garanti par l'État à 90%. C'est le métier de l'entreprise. Voilà. Et donc, de toute façon, il y a un moment donné, la vision, elle devient restrictive. Et à la fin, si vous tombez sur... Parce que nous, on a dû aider tous les 3 des entreprises qui avaient très peu de relations bancaires et qui allaient voir des nouvelles banques avec qui ils n'avaient pas de relations pour leur demander un PGE. Mais vous êtes banquier, je sais pas, on te fait ça, Alain, tu dis, je ne vais pas vous prêter, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. Donc probablement que, et c'est pour compléter ce que disait Patrick, c'est que la façon dont les PGE ont été distribués, à un moment donné, ça auto-limitait aussi les PGE. Et alors toi qui as une vision également au moins européenne, Cédric, c'était mieux ailleurs? Non, je pense que franchement, la France, alors Patrick va se fâcher parce qu'il a été gentil, Cédric, mais regarde combien de milliards de dettes on a pris en plus au niveau du budget de l'État. Il a raison. On a été de loin ceux qui ont le mieux réagi et le mieux soutenu. Mais de loin. La Belgique n'a pas réagi comme ça, les Pays-Bas non plus, l'Angleterre non plus, l'Allemagne non plus. Enfin, on a été exceptionnels. Allez, Patrick, vas-y, lâche-toi, Patrick, vas-y. Rappelle-toi tes années rugby, là, vas-y. Je ne vais pas être content. Les PGE, c'était garanti par l'État à hauteur de 90%. Donc le banquier prenait un risque de 10%. Et pour une société en difficulté, le banquier, il n'est pas con, il le prenait. Vous voyez, les 4 peuvent rester. Il n'est pas con, il est gentil. Il ne prenait pas ce risque, évidemment. L'Allemagne avait donné des PGE garantis à 100%. Ça, c'est une grosse différence. Et deuxièmement, toujours pour rester dans les chiffres, le chômage partiel, on a tendance à oublier, en 2020, était garanti par l'État à hauteur de 100%. Pour les salaires les plus faibles. Il aurait fallu le garantir à 90% et pas à 100%. Ce qu'a fait l'Allemagne d'ailleurs. Pourquoi? Moi j'avais, il y a des gens dans la salle qui le savent, qui travaillaient avec moi, j'avais des entreprises dans lesquelles 90%, 95% des gens étaient au chômage partiel parce qu'on ne pouvait pas travailler, on s'en souvient. Mais il y en avait 5% qui travaillaient parce qu'il y avait des entrepôts à faire tourner. Les 5% qui travaillaient, ils venaient travailler, ils payaient leur essence, ils payaient leur bouffe parce que la cantine était fermée, et ils avaient un salaire de 100. Et celui qui ne travaillait pas, il avait un salaire de 100. Où est respecter la valeur du travail? Ça, c'est pas bien. Parce que là, on a abîmé la valeur travail, et ça, c'est destructeur du ciment social. Cédric, on revient sur la problématique. Deuxième crise, on y est, elle va être dure? Comme l'ont dit Jean-Dominique et Patrick, ce n'est pas deuxième crise. Hein. Souvenez-vous quand même les gilets jaunes. Derrière, vous avez les transports, grève sur les transports, grève sur les retraites. Donc déjà ça, je ne sais pas si pour ceux qui sont parisiens, vous avez vu, regardez les conséquences sur le retail. Hein. Vous avez certaines avenues, prenez le boulevard Haussmann, c'était la guerre. Regardez les entreprises qui ont fermé derrière le boulevard Haussmann. Le retail aujourd'hui, sachez que les fonds de commerce ne valent plus rien. Les seuls beaux fonds de commerce qui ont encore de la valeur aujourd'hui, c'est une partie de la rue du Faubourg Saint-Honoré
et puis le quartier des Champs-Élysées, certaines rues. Sur le reste, les baux ne valent plus rien. Oui, la restauration aussi, hein, ils sont bien refait la cerise. Hein. Oui, d'accord. Mais enfin, donc il y avait déjà une sacrée crise qui n'était pas purgée. Première crise non purgée. Derrière, vous arrivez le Covid. Deuxième crise non purgée. Et maintenant, on a les conséquences de la guerre russo-ukrainienne. Et vous avez la crise qui arrive sur le coût de l'énergie. Nous, on a vécu quand même quelques crises dans nos carrières jusqu'ici. Enfin, moi, j'ai démarré en 88, mais 92, souvenez-vous, 91, 92, donc énorme crise immobilier assurance. On a vécu la bulle Internet qui explose. On vit 2008 et on vit 2018, 2020 et maintenant 2022. On n'a jamais eu à purger une telle succession de crises. Donc moi, je pense que ce n'est pas une crise, c'est 3 crises d'affilée et aucune des 3 crises d'affilée n'ont été purgées. Et vous venez rajouter là-dessus ce que vient de dire Patrick, qui est la remise en cause de la valeur travail et le rapport qu'ont au travail les jeunes et les moins jeunes, mais surtout, nous, on est une machine à embaucher des jeunes parce qu'on embauche à peu près 200 jeunes par an. À quel prix d'ailleurs? Combien tu les payes tes jeunes? Très bien, parce qu'ils travaillent très mais dur. combien à peu près? C'est avec un jeune, Un jeune chez nous qui rentre après en bac plus 5, c'est étalé entre 32 000 et 42 000 euros. Ça ne m'étonne pas que les tarifs soient si élevés. Hein. Voilà, mais bien sûr. Et voilà. Et donc, en fait, le rapport au travail, enfin, les questions qu'on a sur le télétravail et sur le nombre de jours, et pas tous les vendredis et pas tous les lundis en télétravail. Enfin, non. Donc, même nous, on a besoin de nous-mêmes, de nous recaler à nos âges et de se dire, si on veut continuer à exister et à vivre avec eux, il va falloir qu'on s'adapte, il va falloir qu'on les amène aussi et qu'on les adapte quelque part. Et donc là, on est tous en train de se restructurer nous-mêmes et de restructurer nos modes de management. Donc juste pour terminer, les 3 crises qu'on a vécues de suite ne sont pas purgées. C'est très intéressant ce que tu dis sur les salaires, parce que toi, tu embauches des gens de qualité, formés, et tu continues de les former et de les suivre, et tu les embauches à des niveaux importants, et tu les augmentes assez régulièrement. C'est un facteur d'inflation aussi, et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens qui vont avoir un accès au marché du travail formidablement valorisant, et beaucoup d'autres qui n'auront pas accès à ce travail, et qui n'auront pas accès à ce marché, et le ciment social de la société est en train de se déchirer. Jean Donc, Dole, oui. Si on veut être prospectif, la première chose à faire pour sortir, si on veut passer à la troisième étape, c'est il faut partager l'information. Je me rappelle des discours de Roosevelt pendant la guerre, ces petites causeries au coin du feu. C'était sympa, c'était chaleureux, mais il expliquait à tout le monde que tout le monde allait faire des sacrifices. Et il était très didactique. Et la première chose à faire, c'est qu'il faut expliquer à tout le monde qu'on ne pourra pas garantir le pouvoir d'achat, qu'on ne pourra pas garantir le retour à la société d'avant, qu'on ne pourra pas ne pas donner accès à la richesse à 2 milliards d'Africains à venir en 2050, aujourd'hui ils sont que 700 millions, parce qu'ils auront accès à ça, ils voudront avoir accès à cette richesse, qu'on ne pourra pas continuer à faire l'éloge de la paresse, comme ça a pu être fait récemment. Et donc il faut, 1, expliquer, 2, partager, et 3, que les efforts soient répartis. Il faudra que tout le monde fasse des efforts. Il faudra que la TVA augmente, il faudra que les impôts augmentent, il faudra que les entreprises soient mises à contribuer. Oui, c'est pas agréable à dire, mais c'est pas agréable à vivre non plus, mais c'est ce qui se passera. Et il faudra que l'État commence par faire des économies à travers beaucoup d'opérations. 300 milliards de recettes, 450 milliards de dépenses du budget de l'État, c'est pas raisonnable. Hein. Bon, Jean Do, garde le sourire quand même. Hein. Là, on est dans la partie de rêve ou on est toujours dans le truc pas terrible? C'est lourd, hein. Ouais. C'est lourd. C'est lourd, surtout que moi je pensais que pour sortir de la crise, il fallait redonner la confiance. Alors effectivement, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on va devoir avoir de la confiance d'un côté et effectivement le poids de l'environnement de l'autre côté. Oui, de la confiance. Il va falloir d'abord redonner de la confiance aux chefs d'entreprise. Il faut que les chefs d'entreprise retrouvent de la confiance. Il faut qu'ils acceptent de se dire, bon, ça y est, on est au moment où il faut que je rebondisse, il faut que je reparte. Je ne vais pas encore attendre des mois, parce qu'aujourd'hui c'est facile, hein, on ne paye pas les charges sociales, on ne paye pas ou peu la TVA, et puis ça flotte. Et puis on attend que l'État bouge, et pour l'instant l'État ne bouge pas. Hein. Vous savez que par exemple à Paris, les recouvrements charges sociales sur charges sociales impayées devaient recommencer à partir de septembre, octobre, et ça a été décalé à fin mars.
discrètement, mais ça a été décalé en fin mars. Donc ça, il faut que les chefs d'entreprise se disent, bon, ça y est, maintenant, il faut que j'arrête d'être dans mon cocon et il faut que je redémarre. Enfin, c'est un peu dur quand je dis dans mon cocon, mais dans un environnement différent. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut que les chefs d'entreprise et les partenaires retrouvent un niveau de confiance, et notamment au niveau des financements. Si on n'a pas les financements, si quelque part on n'arrive pas à recréer un dialogue, que ce soit avec les banquiers, les assureurs crédits, les factors, etc., ça ne passera pas. Ça ne passera pas, on n'y arrivera pas, on n'aura pas l'argent. Et alors la seule façon de restructurer, ça va être de repartir dans ce cycle des dépôts de bilan et des restructurations en redressement judiciaire. Moi, je sais le faire, hein, on a une équipe, Cédric sait le faire aussi, mais on ne va pas le faire pour toutes les entreprises, parce que ça tape quand même un peu sur le fonds de commerce, ça tape un peu sur tout. Mais on peut le faire. En plus, on a une loi l'année dernière qui permet d'être encore plus, j'allais dire, incisif dans le traitement des dettes que par le passé. Donc il faut qu'on retrouve cette confiance, et la dernière chose, c'est apprendre à travailler dans l'imprévisibilité. Alors ça va être compliqué, hein, parce que on n'aura plus de monde prévisible. On n'aura plus de monde prévisible. Les budgets, je parle surtout pour Cédric, parce que Cédric, il aime bien faire des budgets avec des hypothèses, etc. Mais il ne pourra plus, il va devoir faire non plus des budgets, j'allais dire, massifs. Il va falloir faire des faisceaux de budget pour se dire, en fonction de tel ou tel événement, je vais aller sur tel ou tel. Donc il va falloir apprendre à gérer court terme. On était dans des gros paquebots où il fallait 50 km d'air pour pouvoir freiner. Là, on est en baie de je ne sais pas où, Bretagne Nord en tous les cas, et il y a des rochers partout, et il faut manœuvrer. Et on ne manœuvre pas des gros paquebots. Il va falloir travailler avec des choses plus petites, plus manœuvrantes. Donc c'est le capitaine Cédric que ton métier change ? En fait, moi, je pense que, je suis toujours optimiste, parce qu'en restructuring, si on n'est pas optimiste, on s'en sort jamais. Moi, je pense qu'on est un peu au bout de la guerre russo-ukrainienne, parce que Poutine, il y avait un très bon article samedi matin dans le Figaro qui disait qu'à chaque fois qu'il y a eu une guerre, c'est la seule façon dont la Russie et l'URSS ont ou a évolué. Quand on voit le temps qu'a passé Biden avec Xi Jinping juste avant le G20, ils ont dû avoir 3 heures, c'est très long, et ils ont dû aborder vraiment les vrais sujets. Moi, je pense que dès que la guerre russo-ukrainienne est finie, ce sera pour, je pense, dans pas très longtemps, vous allez voir qu'on va avoir le coût de l'énergie qui va baisser, ça va repartir. Donc ça va être déjà un très très bon signe pour nous aider à sortir de crise. L'autre chose, en tant que chef d'entreprise à laquelle on est confronté, qu'il faut absolument réussir, c'est qu'on va devoir changer nos méthodes de management en termes de réactivité et de gestion des jeunes qu'on embauche et des moins jeunes que l'on a, parce que les demandes et les attentes sont différentes. Et si on n'arrive pas à le faire et leur donner le goût de nous suivre avec moi, le télétravail, je détestais. Je vais être très franc. Tu as testé ou tu détestes ? Tu détestes. Les gens qui déteste le télétravail ici, là ? Qui déteste le télétravail ? Voilà. Je n'aime pas de voir les équipes sans costume, sans cravate, sans chaussures en cuir ciré. Patrick, et je me dis à un moment donné, je suis peut-être un dinosaure. Bon. Donc du coup, je m'adapte. Et donc quand j'arrive au bureau, je leur dis qu'ils sont un peu habillés, qu'en fait, ils ne sont pas habillés. J'ai l'impression que le casual Friday, c'est tous les jours, mais je me dis, est-ce que je ne suis pas, comme on dit en anglais, am I not too old for that shit, quoi ? Est-ce que je ne suis pas trop vieux pour ça ? T'as trouvé. Est-ce que je ne ferais pas mieux de partir à la retraite ? J'ai pas envie de partir à la retraite et j'ai pas l'âge. T'as quel âge, Cédric ? T'as quel âge ? T'es jeune, toi ? J'ai 59 ans en janvier. Donc, aujourd'hui ? Non, en janvier. Ah, en janvier, pardon. D'accord. Et donc, si on veut que ça dure, il va falloir qu'on s'adapte un peu. Et donc, s'adapter un peu, c'est les accompagner pour une partie et puis leur montrer que... voilà. Et donc... Le coup positif, c'est que je pense que cette crise, au moins, elle va nous faire évoluer, et on est obligé d'évoluer pour être concurrentiel. Et donc, si on fait ça, si nous-mêmes on se remet en cause, et de toute façon, les jeunes, il va bien falloir qu'on les accompagne, parce que sinon, on va perdre tout le monde. C'est juste impossible. Voilà. La seule inconnue maintenant, c'est la capacité du monde politique à prendre les bonnes décisions de gestion au niveau de l'État et au niveau européen pour accompagner. Ça, c'est pas gagné quand même, Cédric. J'ai pas d'avis, je ne vais pas faire de politique juste avant ce soir, mais voilà. Juste avant les questions. Moi, je suis assez positif parce que je pense qu'on va arriver à la fin de cette crise
et qu'on va trouver les moyens de gérer les De rebondir. générations et de réagir et de rebondir. Juste avant les questions, Jean-Do et Patrick, le télétravail, que vous avez quel sentiment sur cette réalité? En vrai, hein, pas en faux. Hein. J'ai autorisé le télétravail le samedi et le dimanche. Ça, au moins, c'est tranquille. Mais ils sont tous d'accord. Non, en fait, on avait pendant la pandémie, on avait autorisé beaucoup de télétravail. On est un cabinet américain. Hein, donc aux États-Unis, il n'y avait plus personne. Hein, au siège social à New York, il n'y avait plus un chat. Bon. Et en fait, on s'est aperçu pour nous que les jeunes voulaient revenir parce que, alors tout le monde a dit, parce qu'ils ont des studios de 15 mètres carrés, effectivement, ils tournent en rond, etc. C'est pas vrai, c'est pas pour ça. Ils voulaient avoir du contact. Et en fait, ils savent, quand on a discuté avec eux, enfin, ils savent, ou en tous les cas, ils imaginent que seul le contact humain leur permet de progresser. C'est comme ça qu'ils nous ont donné. Et aujourd'hui, oui, j'ai du télétravail parce que par exemple, j'ai une collaboratrice dont le compagnon est parti sur la route du Rhum. Donc effectivement, elle était là le dimanche et elle est restée jusqu'au mercredi là-bas en télétravail. Mais j'allais dire, on va être sur l'anecdotique. En fait, ils ne demandent plus maintenant. Ils ne demandent plus. Patrick? Dans le télétravail, il y a aussi travail. Il y a la télé aussi. Et ce sera ma conclusion, c'est que je ne partage pas du tout l'optimisme qui existe quelquefois, parce que l'inflation, par exemple, c'est intéressant de voir que l'inflation aux États-Unis, elle n'est pas soutenue par le prix du gaz ukrainien, mais elle est plus élevée qu'en Europe. Ouais. Donc il y a des fondamentaux très inflationnistes. Et comme les dépenses publiques partout dans le monde vont être réduites, on va avoir à la fois inflation et récession. On est devant une récession importante. Donc les moyens de s'en sortir, on les a déjà évoqués quelques-uns. Il y en a un, on a peut-être raté la transposition de la directive européenne concernant les droits des faillites. Mes petits camarades ne seront peut-être pas d'accord avec moi. On aurait pu donner un peu plus de droits aux créanciers, aux banquiers, parce que le vrai sujet, la France est un pays qui a plein de talents. On a des talents, on a des infrastructures, on a des études, on a des étudiants, on a des universités, mais on est communiste, on n'aime pas l'argent. Et on a des banquiers qui ne prêtent pas. Ils ne prêtent pas parce qu'ils ont de bonnes raisons de ne pas prêter. Le banquier, quand il prête, c'est lui qui prend les risques. Et donc, on ne met pas de l'essence dans le moteur parce qu'on ne met pas d'argent dans l'économie. Donc, il faut trouver des moyens pour que le banquier la mise du banquier soit moins risquée. C'est très technique, la directive, transposition de la directive, on pourra en reparler, mais c'est un peu trop technique. Les deux vraies fonctions pour s'en sortir, parce que la dette, c'est majeur, il faut donc créer des richesses. Il y a deux façons de créer des richesses, hein, c'est l'innovation. Et pour ça, un impôt créé, même s'il a été créé en 83, ce qui n'était pas mon année favorite, est un bon impôt. Et il faut probablement le restructurer pour l'élargir. Il faut absolument favoriser l'innovation. Et puis, il faut favoriser dans le télétravail le travail. Et moi, quand je dis qu'il faut travailler plus, je me fais traiter de vieux con. On me dit qu'il faut travailler mieux. Ok, on va travailler mieux, mais il faut travailler plus aussi. C'est certain, oui. Regardez, à cause de nos finances publiques, regardez le plan qui est fait par les Allemands, le montant, et le montant qui est fait dans le plan français pour soutenir l'économie. Donc la puissance de l'État est colossale, et la réaction entre le 17 mars et le 31 mars 2020 a été phénoménale. Et heureusement, parce qu'on aurait eu une guerre sociale et civile. Et donc c'est pour ça que la puissance est telle qu'à un moment donné, il faut l'axer dans la bonne direction pour prendre les bonnes mesures. Oui, c'est certain. Jean-Do ? Je reviens sur les PGE. Les PGE ont été faits pour maintenir le plein emploi. Je pense qu'ils auraient dû, pour partie, servir à restructurer certaines entreprises. Il faut accepter qu'on restructure. Et pour ça, il faut que l'État prenne des décisions intelligentes. On ne peut pas continuer à vivre à crédit. À ce que disait tout à l'heure Patrick, c'est que quelque part, il faut accepter qu'il va y avoir des efforts, qu'il va y avoir effectivement du chômage. Il faut faire tourner. Il y a plein de choses. Hein, tout ce qui est. Qu'on rembourse une dette, des choses basiques. Hein, on rembourse une dette, voilà. C'est l'utilisation plus que les montants. Patrick ? Oui, l'État, tu t'en fous. Ouais. Ils vivent leur vie.
Non, on a des tas de solutions parce que je disais qu'il faudrait que les particuliers fassent des efforts, que les entreprises fassent des efforts. Bien sûr, l'État devra les faire aussi, et je rappelais le déficit du budget, c'est phénoménal. Il s'agit de donner un exemple, mais il s'agit aussi de réduire la dette, et puis il s'agit, à travers le rôle de l'État, qui est le premier investisseur en France, de réduire les délais de paiement, de fluidifier l'économie. Enfin, c'est des thèmes qu'on connaît tous très bien. Et je rappelle que les subventions d'une collectivité territoriale à une autre en France, depuis la loi de 83, une autre loi de 83 que décidément j'aime pas, qui a donné beaucoup de poids aux régions et beaucoup de responsabilités. Le rôle d'un élu local, c'est de voter une subvention et le lendemain d'aller chercher des subventions à la région, au département, etc. 70 milliards sont dépensés dans ces subventions d'une collectivité à une autre. C'est colossal. Je crois, j'ai vu passer un chiffre de l'ordre de 3 ou 4%. De défaillance. De non-remboursement. De non-remboursement, oui. Non-remboursement. Oui. C'est à peu près ce que j'ai entendu. Aujourd'hui, il y a eu quelques restructurations de PGE avec abandon. Ou avec remontée du PGE dans les actions, ou enfin un peu au-dessus dans le capital, Pierre et Vacances. La restructuration avec abandon, si je me souviens bien, c'est Potel et Chabot. Mais il n'y en a pas eu tellement. Il y a eu beaucoup plus de décalage. Bon, après... jusqu'où on décale. On décale, et puis à un moment, ça va être chaud. Mais bon, voilà. Patrick, oui, mais Jean-Do a raison de dire 3,5 et 4%, c'est ce que dit... il y a mais du montant ou des entreprises qui ont contracté? Du montant. Il y a une fonction qui a été créée, qui est incarnée par M. Pouvadel, qui dit que, médiateur du crédit entre autres, etc., que 95% seront remboursés. Moi, je crois que le pouvoir politique est dans le déni le plus total, et je pense que ce ne sera pas du tout 95%. 145 milliards de PGE pour 700 000 entreprises, je le rappelle. 145 milliards, le premier PGE, c'est Air France, 7 milliards. Il ne sera jamais remboursé. Ils ont remboursé une petite somme hier, je crois, mais le reste ne sera jamais remboursé. Donc ça fait déjà 5%. Ça fait déjà 5%. Et Jean-Do a raison de dire que sur quelques opérations de restructuration, il y a eu abandon de PGE à travers la restructuration, mais il y en a plein d'autres qui arrivent. Plein d'autres. Au début, Cédric. La base de risque est à 50 milliards, c'est à peu près un tiers. C'était la vision qu'avaient les Blancs. Un tiers de risque. Un tiers de risque. En fait, il y a un tiers qui était, je vous l'ai dit, il y a un tiers tiré, il y avait pas, un tiers alloué non tiré, un tiers tiré déjà remboursé et un tiers tiré qui sont dans les plans de remboursement. Je vous rappelle qu'il y a eu 2 ans, d'abord un an de différé, ensuite 2 ans de différé. En fait, on est dans la première réelle année de remboursement et la période de remboursement, c'était 4 ans plus 1 an, 5 ans. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Mais en fait, et comment ça marche en fait quand vous ne payez pas ? En fait, les banques ne sont remboursées que lorsque le certificat de non-remboursement émane du mandataire liquidateur. Redressement judiciaire, liquidation, fin de liquidation, certificat d'impécuniosité envoyé à la banque l'envoie à l'État, l'État rembourse. Les grandes banques vous diront que sur la crise de 2008, les premiers remboursements, ils les ont eus 5 à 6 ans après la crise de 2008, sur les anciennes garanties à 90%. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Pour répondre à votre question plus précisément, tout ce qui n'aura pas d'accident immédiat maintenant, parce que ça passe vraiment pas et liquidé, ça va être en pourcentage infime. Ça va être étalé, réétalé, parce que c'est ce qu'il faut pour que ça passe. Et puis à la fin, on aura eu les très gros qui ne seront pas remboursés, qui seront restructurés. Et surtout le tissu dont vous parlez, qui est ETI, PME, PMI, mais on aura ce que disait Jean-Do, les 4-5% d'accidents au bout, mais qui vont être étalés sur un grand nombre d'années. Parce que de toute façon, l'intérêt de l'État qui a une vision sociale et qui a une vision de l'emploi, c'est d'essayer à travers les banques d'aider pour que ça soit remboursé finalement, pour garder du crédit bancaire, parce que dès que vous êtes en défaut, si vous n'êtes pas suivi, mais derrière vous pouvez contracter aucun autre emprunt, donc ça veut dire que vous vous arrêtez. Emprunt de financement court terme, et je ne parle même pas de CAPEX, d'investissement dans l'outil de production. Donc l'intérêt, c'est quand même de réétaler et d'accompagner, sinon vous allez vers une destruction massive. Aujourd'hui, les
PGE inférieurs à 50 000 euros sont restructurés par la médiation du crédit. Donc là, ça va, ça passe en dessous des radars et c'est pas gênant. Quand c'est plus de 50 000 euros, et c'est quand même pas mal d'entreprises aussi, on est obligé, pour les restructurer, de passer par une procédure amiable, conciliation. D'accord ? Et dès qu'on rentre en conciliation, et dès qu'on touche un tout petit peu au PGE, ça dégrade la note bancaire. D'accord ? Ça dégrade la note bancaire. Alors il y en a pour qui c'est pas gênant, il y a des entreprises pour qui c'est très gênant. Et donc moi j'ai eu 2-3 dossiers là récemment où il faut décaler, il faut restructurer le PGE, mais le chef d'entreprise dit mais si je décale, si je commence à négocier, je vais perdre mon crédit, le peu de crédit fournisseur qui me reste, et ça va me coûter aussi cher. C'est-à-dire que certes, je ne vais pas payer mon PGE, mais comme je vais payer mes fournisseurs, au lieu de les payer à 45 jours, je vais les payer à 30 jours, à 15 jours, je vais avoir le même effet. Alors, il me dit, on continue comme ça, et puis on verra bien plus tard. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore avec les œillères. Je voudrais redire qu'on s'en sortira collectivement et qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur les assureurs crédits, sur les banquiers, sur les assureurs, et que ce sera un effort de tout le monde. Mais les encours bancaires sont en réduction. Les banquiers prêtent moins. Et on le comprend. Encore une fois, pourquoi prendraient-ils des risques? Ce n'est pas leur argent, c'est un argent qui leur a été confié. Donc, la question qu'il faudrait se poser, je pense, c'est comment faire pour que les banques prêtent plus. Et je ne suis pas sûr que les banques étrangères prêtent plus en France, mais par contre en Angleterre ou dans tout le monde anglo-saxon, bien sûr que les banquiers prennent plus de risques, parce qu'ils sont moins risqués. C'est-à-dire qu'en cas de faillite ou de défaillance, ils sont pas les créanciers les plus mal lotis. C'est peut-être vers ça qu'il faut réfléchir pour que le banquier français soit un peu moins frileux. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Do ? Oui, en fait, la loi évolue comme ça. En fait, il y a tout ce qui est autour du droit de l'entreprise en difficulté, c'est un balancier entre les créanciers et l'entreprise. D'accord ? Initialement, c'était plutôt la bancarota, c'était le débiteur en prison, les créanciers se saisissent de tous ses biens. D'accord ? Après, on a eu en 1985 une loi qui a changé. Là, on a dit c'est tout pour l'entreprise. D'accord ? Il faut que l'entreprise survive et puis le créancier, c'est le dernier de la pile. D'accord ? La loi, elle est prévue pour pérennité de l'entreprise, sauvegarde de l'emploi et après remboursement des créanciers. Mais le remboursement des créanciers, qu'est-ce qu'il est loin derrière ? Donc là, on est en train de changer. La loi de l'année dernière a changé la loi pour redonner un peu de poids aux créanciers et notamment aux banquiers. Alors, entre-temps, on a fait un certain nombre de montages, on a créé la fiducie, on a créé un certain nombre d'outils qui ont permis de protéger un petit peu plus les créanciers, mais il fallait que ça soit des créanciers un peu smart, parce que créer une fiducie, ça ne se fait pas avec un fournisseur lambda. Donc on a redonné un peu aux créanciers un pouvoir. Donc c'est un équilibre. L'équilibre n'est pas facile, parce que si on donne trop de pouvoir aux créanciers, trop de poids aux créanciers, l'entreprise va pérenniser. On dépasse le risque. Voilà. Et de l'autre côté, si on donne trop de pouvoir à l'entreprise par rapport aux créanciers, on n'aura plus de banquiers. Donc c'est vraiment un équilibre compliqué. Hein. La seule chose sur lequel moi je suis vraiment intransigeant, c'est les garanties personnelles. Il ne faut pas que les chefs d'entreprise donnent des garanties personnelles. C'est quelque chose qui aboutit non seulement à des situations vraiment dramatiques, hein, vente de la résidence principale, etc., mais surtout, ça les oblige à aller plus loin dans une gestion d'entreprise en difficulté, parce que si jamais ils se plantent, c'est leur patrimoine qui est entraîné. Donc pour moi, les cautions personnelles, c'est hyper dangereux, et puis pour moi, c'est pas moral. Cédric ? Avant la conclusion vous avez de Patrick. raison. Aujourd'hui, en fait, pour se lancer et créer, il faut avoir un capital de départ qui soit certain. Sinon, les banques ne vous suivent pas.
Ça, c'est juste. Et donc, Jean-Do a raison. Que vous mettiez vos économies, c'est une chose. Des garanties personnelles qui couvrent plus que vos économies ou le capital que vous avez mis dedans et qui va jusqu'à compromettre votre résidence principale. Bon, moi, je l'ai vécu avec mon père. Du coup, c'est ce que, pour terminer ce que dit Jean-Do, c'est que du coup, le dirigeant qui a une garantie personnelle, si jamais il est acculé, perd toute rationalité. Et il va beaucoup plus loin que ce qu'il faut. Et donc, le piège, en fait, de la garantie personnelle, peut-être que c'est un test pour la banque pour voir effectivement jusqu'où le dirigeant, le créateur d'entreprise est motivé. Le problème, c'est que c'est un test qui va beaucoup trop loin. Et dans une phase en crise, moi, mes parents ont été ruinés, je l'ai vécu comme ça, c'est que du coup, à un moment donné, il n'y a plus de discernement entre la poche privée et la poche professionnelle de personne morale. Et donc, en fait, c'est malheureux, mais le seuil, soit vous trouvez des investisseurs ou vous faites un club deal, etc. Mais si vous êtes seul et que vous lancez votre activité avec votre famille, la limite à se lancer, c'est ce que vous avez pour démarrer. Et ce n'est pas le banquier qui va faire l'entrepreneur, parce que lui, il ne détient pas d'actions et d'equity. Ou sinon, donc, vous allez voir un jeune fonds. Je crois qu'on a été très, très pessimiste et je voudrais pas que l'ambiance soit plombée, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui, dans la soirée, vont nous dérider. Absolument. Je crois qu'il faut autoriser les médecins du pays à avoir un regard sur la santé des Français, même s'ils ne soignent que des malades. Nous, on soigne que des malades. Pour autant, on voit quand même des signaux qui ne sont pas si faibles que ça, qui montrent que la mort n'est pas certaine, mais la maladie est là. Et qu'on ne la soignera que si on est très lucide. Bon, on a énoncé les raisons qui nous font être lucides, je pense, sur les difficultés à venir. Il y a des solutions, on les a évoquées, on peut les répéter. Allez, haut les cœurs.